Bienvenue à tous et à toutes pour cette heure que nous allons passer ensemble à discuter du stress, des choix et de nos glandes surrénales. Donc peut-être que vous avez parfois l'impression de tourner en rond, d'être bloqué dans une situation. Peut-être que parfois aussi vous avez peur de vous tromper de direction ou de décision, de prendre une mauvaise décision. Et si les glandes surrénales pouvaient vous aider à retrouver votre chemin? Alors, nous avons beaucoup hésité et puis finalement, nous avons choisi de vous présenter cette conférence. Et dans cette conférence, nous allons parler du rôle et de l'action des glandes surrénales et de comment finalement elles influencent nos actions et nos choix dans la vie, de comment finalement elles peuvent nous aider à retrouver notre chemin. Donc, on va commencer par parler physiologie, biologie. Et pour ça, je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionnent ces glandes surrénales. Déjà, les glandes surrénales, elles font partie du système endocrinien. Et ce système endocrinien, il fonctionne en synergie avec le système nerveux pour justement coordonner l'activité cellulaire de tout le corps dont dépend l'homéostasie, l'équilibre de notre corps. Et la grande différence entre ces deux systèmes, donc le système endocrinien et le système nerveux, c'est que finalement, le système nerveux, lui, il utilise des influx nerveux qui sont très rapides. En quelques millisecondes, il y a une information qui permet d'agir sur l'organisme. Alors que le système endocrinien, lui, il agit de manière plus lente par l'intermédiaire des hormones. D'ailleurs, Pascal, je crois que tu as une métaphore intéressante pour imager ça. Alors, je ne sais pas si elle est intéressante, mais en tout cas, elle m'a fait retenir ces deux systèmes. Eh bien, c'est que le système nerveux, en fait, c'est comme si la transmission de l'information, eh bien, c'est par SMS, par WhatsApp. C'est spontané, c'est immédiat. J'envoie SMS, vous l'avez déjà reçu. À l'inverse, le système endocrinien, eh bien, c'est la voie postale. C'est-à-dire que la lettre, je la mets dans l'enveloppe, je vais la mettre dans la boîte aux lettres de la rue, hein, de la poste. Ensuite, le facteur va récupérer cette lettre et va la déposer dans la boîte aux lettres de la personne concernée. Donc, vous voyez que c'est beaucoup plus lent comme système. Donc voilà, en fait, ces deux systèmes, système nerveux, SMS, WhatsApp, ou le système endocrinien qui est la voie postale. Voilà. Donc, contrairement à la voie postale, le système endocrinien n'est pas voué à disparaître, hein. Il sera toujours là dans notre corps. Et donc, on a dit qu'il agissait, ce système endocrinien, par l'intermédiaire des hormones. Et en fait, qu'est-ce qui permet au corps de sécréter les hormones? Ce sont les glandes, et notamment les glandes endocrines, qui sont en fait des glandes qui sont dépourvues de conduit et qui déversent directement les hormones dans le liquide extracellulaire environnant à la glande, donc la lymphe et ou le sang. Donc en fait, qu'est-ce qu'une hormone? On va parler un peu plus de ça parce que finalement, on va voir dans cette conférence que quand on parle des glandes surrénales, on parle beaucoup d'hormones en fait. Donc, qu'est-ce qu'une hormone? Une hormone, c'est une substance chimique qui donc est sécrétée par certaines cellules et qui va influer sur la plupart des cellules de notre organisme. En fait, l'hormone, c'est comme un messager chimique qui est déversé dans le sang et qui est transporté dans tout l'organisme. C'est cette fameuse lettre qu'on va pouvoir poster. En fait, les hormones, elles agissent sur des cellules cibles en modifiant leur activité. Leurs processus normaux à ces cellules cibles sont soit ralentis, soit accélérés. Et ces cellules, elles possèdent des récepteurs protéiniques auxquels l'hormone peut se lier. Et en fait, la synthèse et la libération des hormones sont régies par ce qu'on appelle un système de rétro-inhibition. C'est-à-dire que, en fait, il y a un stimulus interne ou externe qui déclenche la sécrétion d'une hormone et l'augmentation de sa concentration
inhibe sa libération par la glande endocrine. Donc là, on voit bien sur le schéma, c'est l'hypothalamus grâce au CRH qui va stimuler l'hypophyse, qui va stimuler la surrénale pour qu'elle sécrète les hormones comme le cortisol par exemple. Et comme le cortisol sera sécrété, l'hypothalamus et l'hypophyse vont en être informés et donc vont arrêter les messages comme quoi il faut sécréter du cortisol. Donc, pour les décodeurs, quand on parle de portail ou d'hémocluido, eh bien, finalement, la fonction d'une hormone, ça va être d'apporter un message pour le métabolisme. Et donc, l'hypothèse de décodage, ça va être, il va y avoir un projet à terme, une intention, un futur plutôt lointain. OK? Donc, maintenant, on va vous parler plus spécifiquement des glandes surrénales. Comme leur nom l'indique, elles se situent sur les reins. Et ces glandes surrénales, finalement, elles sont composées principalement de tissus conjonctifs. Donc, toujours pour les décodeurs, on s'intéresse aux tissus hein, pour comprendre quel étage de la biologie va concerner l'organe dont on parle. Et là, c'est le troisième étage. Donc, on est vraiment en lien avec le troisième étage de la biologie. Là, on voit finalement une coupe en mode carotte de la glande surrénale, où on voit en fait que au centre de la glande, on a ce qu'on appelle la médullo-surrénale. Euh, on en parlera, hein, je vais vous en parler. Et sur les périmètres voilà, de la glande, on a le cortex surrénal. Donc justement, ce fameux cortex surrénal, qui est lui-même finalement en trois parties, il produit trois hormones. L'aldostérone. L'aldostérone, c'est vraiment un composant majeur du système, de ce qu'on appelle le système rénine-angiotensine-aldostérone. Et c'est l'aldostérone qui finalement va favoriser la rétention de sel dans le sang et qui vient avoir vraiment un grand rôle dans la pression artérielle. Voilà, dans le maintien et la régulation d'une pression artérielle. On a aussi cette zone fasciculée qu'on voit là, qui, elle, va sécréter le cortisol, hein. Ça, c'est l'hormone vraiment en lien avec la réponse au stress dont on va vous parler beaucoup dans cette conférence. Et puis, on voit la dernière zone, la zone réticulée, où là, c'est plutôt la sécrétion d'androgène, cette hormone sexuelle qui est à l'origine des caractéristiques, notamment sexuelles mâles. Et donc, là, on a vu le cortex surrénal ou cortico-surrénal. Et il y a aussi ce que je vous disais tout à l'heure, au centre de la surrénale, la médullo-surrénale, qui, elle, finalement, produit l'adrénaline et la noradrénaline, qui sont deux neurotransmetteurs qui permettent d'intensifier et de prolonger la réaction de lutte ou de fuite face au stress. Donc, c'est vraiment des hormones qui sont aussi beaucoup en lien avec le stress, comme le cortisol. Et ces deux hormones, l'adrénaline et la noradrénaline, sont à l'origine de symptômes caractéristiques de l'hyperactivité sympathique. Donc, l'hyperactivité sympathique, la sympathicotonie, c'est en fait ce qui va être vraiment, quand on est en phase de stress, on est en sympathicotonie. Et alors, on peut voir différentes choses et symptômes dans le corps, comme par exemple l'hyperglycémie, l'augmentation du rythme cardiaque, les palpitations, l'hypertension artérielle qui arrive, la nervosité ou l'hypersudation. Donc ces hormones qui sont donc sécrétées par la médullo-surrénale, elles sont pas indispensables à la vie. On peut s'en passer, puisqu'en fait, elles viennent en complément de l'activité du système nerveux sympathique. Donc aujourd'hui, en fait, on va pas forcément vous parler de l'adrénaline et de la noradrénaline, puisqu'elles sont pas forcément indispensables à la vie. Et on a choisi, hein, on a fait ce choix-là de nous intéresser plutôt au cortisol, de vous parler plutôt du cortisol qui est donc sécrété, comme je vous l'ai expliqué, par le cortex surrénal et qui, pour le coup, est essentiel à la vie. On ne peut pas s'en passer.
Alors le cortisol, eh bien, il est possible que vous avez jamais entendu parler du cortisol, mais peut-être que vous avez entendu parler du médicament qui s'appelle cortisone. Ce médicament qui est notamment anti-inflammatoire, eh bien, la cortisone, c'est la molécule du cortisol. Donc le cortisol, il est naturel dans notre organisme et en fait, c'est sa molécule qui est utilisée pour, produire de la cortisone, chimique. Donc voilà, donc ça, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Donc comme l'a dit Lola, en fait, le cortisol est nécessaire à la vie. C'est, si il y avait pour une maladie une ablation d'une glande surrénale, eh bien, il n'y a pas de traitement substitutif puisque la deuxième glande surrénale va donner les hormones et ça va être suffisant. Par contre, s'il y a une ablation des 2 glandes surrénales, eh bien, il y a un traitement substitutif d'hormones, c'est obligatoire. La perte totale de ces hormones mène à la mort par déshydratation et déséquilibre électrolytique. Donc, le cortisol est synthétisé à partir du cholestérol. Donc, on a besoin aussi de cholestérol. Donc, il est formé dans la zone fasciculée, comme l'a dit Lola. Et donc, quels sont les effets du cortisol? Eh bien, le cortisol, c'est un véritable initiateur et régulateur métabolique. Cette hormone stimule l'augmentation du glucose sanguin et permet de libérer de l'énergie à partir des réserves du corps, de l'organisme. Mais il n'a pas que ce rôle-là. Le cortisol a un effet sur la réponse du système immunitaire. Il a un effet sur la régulation du métabolisme des lipides, des protides et des glucides. Il a un effet sur la régulation du cycle circadien en complément de la mélatonine. On verra un peu plus de détails tout à l'heure. Le cortisol a un effet sur le squelette. Il va inhiber l'activité ostéoblastique. Les ostéoblastes sont les cellules qui fabriquent, ce sont les cellules osseuses qui fabriquent l'os. Et donc chez l'enfant, eh bien, il peut avoir un ralentissement de la croissance des cartilages et de la formation de l'os. Et chez l'adulte, eh bien, il peut entraîner, il a un rôle dans l'ostéoporose, la déminéralisation osseuse du squelette. Un autre effet, c'est un effet sur le cardiovasculaire, le système cardiovasculaire, un effet sur le système hématologique, donc les globules, le sang. Il a des effets sur le système cutané, la peau, retard de cicatrisation des plaies, effet sur le rein, donc avec l'aldostérone, et il a un effet anti-inflammatoire comme la cortisol. Donc voilà, en fait, vous voyez que le cortisol a énormément d'effets sur différents organismes, différents systèmes du corps. Alors, on va voir en fait tout particulièrement le cortisol et l'immunité. Donc, nous avons deux systèmes de défense. On a un système de défense interne qui s'appelle le système immunitaire. Donc le système immunitaire, il est là si j'ai un élément extérieur, un élément étranger qui vient pénétrer la peau, par exemple, eh bien le système immunitaire va être en action, va s'activer pour défendre le moi, défendre l'organisme, ou lorsqu'il y a un virus qui rentre à l'intérieur de moi, eh bien le système immunitaire va se mettre en action pour en fait défendre mon moi. C'est un système de défense interne. Et puis, nous avons un autre système de défense, un système externe. C'est l'axe HPA, donc en français, c'est l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Donc, hypothalamus, hypophyse et les surrénales. Donc, ce système, le cortisol, est produit donc par les glandes surrénales en réponse à une stimulation de l'hypophyse. Donc l'hypophyse, elle libère de l'ACTH, une autre hormone, qui va stimuler les hormones des surrénales. Donc en fait, ces hormones sont essentielles en cas de stress, donc de maladie, d'intervention, d'hypoglycémie, en tout cas, elles sont essentielles. Et donc la sécrétion du cortisol des surrénales, eh bien, est régulée par l'ACTH, mais qui elle-même est régulée par l'hypothalamus, comme on a vu tout à l'heure avec Lola. Donc, en fait, au niveau de l'hypothalamus, s'il y a un stress, donc ce système de défense externe,
eh bien, l'hypothalamus va libérer de l'hormone CRH qui va stimuler l'hypophyse. L'hypophyse va stimuler l'ACTH, une autre hormone, qui va en fait stimuler les surrénales et donc libération du cortisol, avec l'effet rétro-inhibition, comme l'a expliqué Lola tout à l'heure. Donc, lorsque l'hypothalamus perçoit un danger, il active cet axe HPA. Et donc, il y a sécrétion de ces hormones. Ces hormones de stress sont là, en fait, pour avoir la force physiologique pour éviter le danger, c'est-à-dire soit fuir, soit se battre. C'est-à-dire que la libération, en fait, de ces hormones de stress, notamment du cortisol, va faire que toute cette énergie va être mobilisée dans les muscles des bras, des jambes, pour pouvoir se mettre en sécurité devant le danger et donc soit fuir, soit se battre. Le sang, à ce moment-là, il est plus dans les membres. Et les organes vitaux, sans apport sanguin, sont incapables de fonctionner normalement. Donc, les réactions de stress vont inhiber la croissance et compromettre la survie du corps, puisqu'elles influencent sur la production d'énergie vitale. Le système de défense interne, le système immunitaire, il a besoin d'une grande réserve d'énergie pour pouvoir être en action. Vous avez peut-être déjà vécu ça, lorsque j'ai une infection, que je suis malade, j'ai une grippe, eh bien je suis faible, j'ai une fatigue. Et donc, en fait, le système immunitaire mobilise beaucoup d'énergie. Imaginez, en fait, ce système immunitaire en action et en plus, le système HPA qui est en action pour cette défense externe. Imaginez que vous êtes en savane et que vous êtes malade, une grippe, un virus. Vous êtes couché dans votre lit et vous imaginez, vous avez réservé dans un parc, dans une tente au plein milieu du parc. Vous êtes sous la tente, là, mais une grande tente bien confortable, et vous êtes dans le lit en train de grelotter, la fièvre, où votre système immunitaire va se battre pour lutter contre ce virus. Et à ce moment-là, il y a un lion qui se présente, qui commence à rugir devant votre tente. Et donc, pour le cerveau, qu'est-ce qui est le plus important pour ma survie? Quel est le plus grand danger? Alors, est-ce que c'est l'infection ou c'est le lion? Eh bien, évidemment que ça ne sert à rien de combattre l'infection si vous êtes attaqué par un lion. Et donc, en fait, le corps va cesser de lutter contre l'infection pour mobiliser l'énergie nécessaire pour vous défendre, pour votre survie. Donc fuir, évitez de vous battre contre un lion, je ne vous le conseille pas en tout cas. Mais en tout cas, cette activation de cet axe externe, HPA, a pour conséquence secondaire d'interférer avec votre aptitude à combattre la maladie. Donc dans le quotidien, en fait, il est important, et là je parle aussi aux décodeurs, c'est que lorsqu'il y a une problématique du système immunitaire où je suis régulièrement malade, des infections, je tousse, je suis fatiguée, eh bien c'est de vérifier l'état de cet axe HPA, donc l'état de ce système de défense externe par rapport à ce stress. Vous voyez, ce stress, vraiment ce côté stress, agression extérieure en fait, mais pas forcément agression pour se battre. Et à noter aussi, c'est juste pour une information, c'est que lors de greffes, eh bien, des hormones de stress sont données pour inhiber le système immunitaire. Donc vous voyez que même dans la médecine, on utilise ce système-là, HPA, et le système immunitaire. Donc le cortisol affaiblit le système immunitaire et donc il réduit l'action inflammatoire de ce dernier. Parce qu'en fait, dans le système immunitaire, il y a en fait une inflammation, il y a une, l'inflammation qui va en fait provoquer des cytokines, enfin il y a tout un système, et donc cette inflammation est là pour cicatriser, pour aider à cicatriser, pour amener plus de nutriments par le sang pour en fait aider la cicatrisation. Cet axe HPA, en fait, ce qui est le mécanisme pour réagir face au stress, il n'est pas fait pour fonctionner
continuellement. C'est un peu comme le sprinter qui est sur ses starting blocks. Il démarre, il se prépare pour sa course. Et donc, à vos marques, prêt. Et là, donc, il y a toute la mobilisation de son énergie pour, en fait, courir, pour aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Et imaginez à vos marques, prêt, et on dit jamais partez. Eh bien, un moment, eh bien, il va tomber, il va s'épuiser. Il ne peut pas continuer tout le temps comme ça. Et aujourd'hui, en fait, nous vivons en mode prêt. Nos stress quotidiens activent régulièrement cet axe HPA. Nous ne libérons pas nos stress corporels. Nous vivons sous la pression avec tous les stress chroniques de notre environnement, que ça soit le travail, dans le cadre du travail, dans le cadre du quotidien. En fait, nous subissons beaucoup, beaucoup de stress et nous n'avons pas toujours les moyens de libérer ces stress. Donc, en résumé, en fait, ce stress chronique affaiblit le système immunitaire et altère la fonction des récepteurs glucocorticoïdes, comme le cortisol, qui, rappelons-le, sont utilisés pour inhiber ou arrêter la réaction inflammatoire. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces deux systèmes de défense et en fait l'importance du cortisol, mais aussi l'importance du système immunitaire. On a besoin d'avoir un équilibre entre les deux. Je vous ai parlé tout à l'heure du cortisol avec le cycle circadien. Eh bien, je vais vous parler maintenant de ça, de ce cycle circadien. Le cycle circadien est un rythme biologique d'une durée de 24 heures. Et la sécrétion du cortisol est en fait au maximum le matin, comme vous voyez sur l'écran, en fait vers 6 heures du matin jusqu'à environ 10 heures du matin. C'est ce qui nous donne la pêche du matin. Quand je me réveille, quand je me lève, et ça y est, c'est parti. C'est le démarrage de la journée. C'est le cortisol, c'est cette pêche, cette hormone qui permet d'avoir la pêche et de ne pas être fatigué dès le matin. Et le cortisol, eh bien, il a différentes. Donc, le grand pic, c'est le matin entre 6 heures et 9-10 heures. Ensuite, il a un pic beaucoup moins important vers midi, vers les 17 heures. Et le soir, la nuit, eh bien, il est au repos. Il est à un taux minimum. Et il est en fait conjoint, mais en opposé avec la mélatonine. La courbe noire, c'est la courbe du cortisol. Donc, vous voyez le pic le matin, et ensuite sur la journée, il diminue, et il recommence. À l'inverse, en rouge, vous avez la courbe de la mélatonine. La mélatonine, elle, en fait, elle est libérée par la glande pinéale, donc l'épiphyse, et elle est en fonction de la lumière. Donc, lorsqu'il y a de la lumière, la mélatonine est à un taux très bas. Et lors de la nuit, eh bien, la mélatonine nous permet d'améliorer en fait le sommeil. Elle est une courbe haute, son taux est très haut. Donc, elle est inversée avec le cortisol. Mais si le cortisol, en fait, il n'est pas dans sa régulation, eh bien, il peut perturber la mélatonine. Parce qu'en fait, le cortisol, comme je vous l'ai dit, il a des effets sur le corps et notamment, il a un effet inhibiteur sur la sécrétion de la mélatonine par la glande pinéale. La glande pinéale, donc cette épiphyse, possède des récepteurs aux glucocorticoïdes, comme le cortisol, ce qui signifie que s'il y a beaucoup de cortisol, eh bien, ces récepteurs vont être sollicités et vont affecter la fonction des cellules de pinéalocytes qui libèrent la mélatonine. Donc vous voyez que, en fait, il y a vraiment un équilibre à trouver et un bon rythme entre le cortisol et la mélatonine, et donc pour avoir un sommeil régulier et réparateur. La variation du cortisol, eh bien, vous allez voir, on verra tout à l'heure, eh bien, c'est qu'il y a un système de veille et d'éveil qui est perturbé. Alors, juste la mélatonine, là, vous voyez que c'est dans le bleu. Eh bien, imaginez les personnes qui sont avec les écrans le soir, la télé, les écrans de téléphone, les ordinateurs. Eh bien, la mélatonine, en fait, elle va pas être stimulée. C'est plutôt le cortisol parce qu'en fait, cet écran bleu va stimuler, en fait,
le système d'éveil. Donc c'est vrai que ce soir, c'est possible qu'après notre conférence, vous ayez un peu de perturbation de votre sommeil parce que le cortisol, il pourrait être perturbé. Donc vous comprenez qu'en fait, si on est toujours en stress, on dort mal et que le cortisol, en fait, il est toujours, comme je dis, au taquet. Mais est-ce qu'il peut rester longtemps avec un taux haut, Lola? Eh bien, non, parce que le corps est en danger. Et c'est pourquoi, justement, on va vous parler maintenant de ce qu'on appelle le syndrome d'épuisement. Alors, c'est d'après le neurologue Pierre-Jean Thomas Lamotte qui a mis en lumière que au bout de 6 mois de stress, donc de phase, comme on le disait tout à l'heure, de sympathicotonie, eh bien, c'est comme si la réserve du corps, la réserve du corps en cortisol, l'énergie des surrénales, en fait, cette réserve, elle est épuisée. Et du coup, il y a une solution qui arrive, une solution qui est vraiment pour le coup une solution de survie, c'est le repos obligatoire. C'est comme si le corps jette l'éponge. Le problème n'est pas réglé, il y a toujours un stress finalement, mais donc la personne y pense toujours, mais le corps, lui, il peut plus continuer à vivre en stress au taquet comme ça, en sympathicotonie. C'est plus possible. Il peut plus, justement, comme tu disais tout à l'heure, Pascal, je reprends ton expression, il peut plus être sur les starting blocks. Au bout de 6 mois, c'est comme si c'était trop. Et il y a vraiment finalement cette mise au repos obligatoire. Le corps se met en vagotonie. Donc, il y a vraiment pour le coup, une chute de cortisol, mais le stress n'est pas résolu. Donc, on peut appeler ça c'est comme si c'était une vagotonie de survie. Et donc, en fait, juste un petit aparté pour les décodeurs, dans ce cas, souvent, on peut repérer une discordance entre l'épuisement du corps, hein, le corps, il y a vraiment une grande fatigue physique, avec souvent des symptômes inflammatoires chroniques, puisque on rappelle que les inflammations arrivent en phase de vagotonie et de réparation. Mais le psychisme de la personne, eh bien, il est toujours en stress finalement. La personne est toujours focalisée sur le problème, sur ce qui a causé cet état de stress. Elle est irritable, elle peut être tendue, agacée, soucieuse. Voilà, il y a vraiment cette discordance entre le corps qui, lui, est au repos forcé, comme s'il était en train de finalement réparer quelque chose, mais en fait, non. Mentalement, émotionnellement, la personne est toujours focalisée sur ce problème. Et, euh, et donc, dans les discours, par exemple, on peut vraiment entendre j'en peux plus, je suis épuisée, j'ai plus d'énergie, je suis abattue aussi, euh, c'est plus fort que moi, j'y arrive plus. Et il y a aussi cette notion de c'est de ma faute, j'aurais pas dû. Comme si finalement, euh, il y a aussi ça, en fait, dans le syndrome d'épuisement, c'est que souvent on retrouve, et d'ailleurs on retrouve une part de responsabilité de la personne qui se dit j'aurais pas dû. C'est comme si 6 mois avant, quand le stress est arrivé, eh bien, la personne, elle s'est sentie responsable de ce stress qui est arrivé. Elle a fait un choix qui a fait que pendant 6 mois, finalement, elle a vécu un stress de plus en plus fort, toujours, toujours aussi intense, jusqu'à ce que le corps lâche, ne puisse plus, et là, c'est le syndrome d'épuisement. Mais il y a toujours cette part de responsabilité. Donc là, on voit sur ce schéma-là que voilà, il y a une décision prise à un moment donné, un chemin, une direction, un choix qui a mis la personne en stress. Donc là, on voit qu'elle est en hypersympathicotonie avec tous les symptômes qui peuvent être liés au stress, avec bien sûr une sécrétion forte de cortisol pendant 6 mois, jusqu'à ce que le corps lâche, ne puisse plus. Le cortisol
est en baisse. Il y a une vagotonie, entre guillemets, de survie. Le corps a lâché, mais le stress, lui, il reste au même niveau. Ce stress qui est lié à un choix qui a été fait, considéré comme le mauvais à l'heure d'aujourd'hui pour cette personne. Alors, on a, en fait, toutes les deux, on a réfléchi en fait sur les glandes surrénales dans les différentes étapes de la vie, leur importance en fait. Et en fait, ben déjà, avant d'être conçu, ce bébé, eh bien déjà, il y a la notion de surrénale, puisque les surrénales, symbolisent le projet de vie, donnent la direction, le sens de la vie. Et à savoir, c'est que avant de concevoir un enfant, les parents, le père et la mère, en fait, ont un projet de vie, en fait, pour cet enfant. Et cet enfant, en fait, c'est comme si c'était, en fait, c'est pas comme si, c'est, en fait, il va être, en fait, il va arriver, mais avant d'être conçu, avec une carte de naissance, avec la mission des parents qui veulent, en fait, que cet enfant ait, en fait. C'est la mission des parents pour l'enfant. Et l'enfant, il est porteur, en fait, de la solution aux besoins des parents, aux souffrances des parents. Donc, avant d'être conçu, déjà, alors, c'est pas les surrénales du bébé, bien évidemment, mais c'est les surrénales des parents qui vont donner, en fait, ce projet, qui ont un lien, en fait, en tout cas, avec le projet sens pour cet enfant. Ensuite, donc, l'embryologie, la grossesse, c'est bien à savoir, c'est que la surrénale fœtale humaine, subit une hypertrophie considérable pendant les 3 premiers mois de la vie embryonnaire. Avant la 10e semaine, la surrénale est capable de produire des hormones stéroïdes, en particulier la DHEA, et la sécrétion du cortisol reste discutée. C'est-à-dire que il est possible que déjà le cortisol, le bébé sécrète déjà, en fait, la surrénale du bébé sécrète déjà du cortisol, mais c'est discuté. Et entre 12 semaines et 18, donc entre 3 mois et 4 mois et demi, les surrénales multiplient leur poids par 7. Et comme on sait, là c'est pour les décodeurs, que la biologie fait selon l'utilité, donc si elle multiplie son poids par 7 à ce moment-là, pendant la période embryonnaire, c'est que en fait, elle est utile. Alors, selon des recherches sur des femmes enceintes qui ont vécu les attentats du 11 septembre 2001, parmi ces femmes, en fait, certaines ont vécu un stress post-traumatique. Et des analyses de cortisol ont été faites 9 mois après la naissance du bébé. Eh bien, ces femmes présentaient un taux anormalement bas de cortisol. Et le bébé possédait également un faible taux de cortisol. Cet effet était d'autant plus marqué si les mamans, lors de l'attentat, eh bien, étaient à leur 3e trimestre de grossesse. Une autre recherche, eh bien, c'est sur une autre étude, pardon, c'est sur les enfants, mais à l'âge adulte, des rescapés, des réchappés de l'Holocauste, dont les parents souffraient de stress post-traumatique. Eh bien, ces enfants adultes présentaient également un faible taux de cortisol. Une autre recherche, chez les descendants des survivants de ces drames, donc de l'Holocauste, des modifications épigénétiques ont lieu sur les gènes du récepteur aux glucocorticoïdes, donc notamment du cortisol. Et certaines de ces modifications épigénétiques étaient présentes même lorsque leur mère ne souffrait pas de stress post-traumatique. Mais elles avaient connu le génocide en étant enfants. Ce qui suggère que cette période, donc enfance, avait affecté les ovocytes de ces femmes très tôt, alors avant qu'elles deviennent maman. Donc vous voyez, en fait, enfin, vous pouvez entendre, c'est que enceinte, pendant la grossesse, eh bien, aussi le stress extérieur, donc là, ces recherches sont basées sur des attentats, sur des drames, sur des stress post-traumatiques, mais en fait, il y a peut-être une action sur les surrénales de l'embryon, du fœtus.
Pendant la grossesse, pour les décodeurs, vous savez que la maman est en vagotonie. Alors, ça veut dire, la vagotonie, c'est le nerf vague, hein, c'est-à-dire c'est le nerf qui permet de récupérer, de mettre le corps en repos pour récupérer, en fait, le métabolisme. Eh bien, en fait, la maman, donc, pendant la grossesse, est en phase de vagotonie. C'est-à-dire qu'en fait, ces conflits actifs se mettent en sommeil pour accepter la présence de l'embryon. L'embryon, c'est comme un peu, entre guillemets, hein, une tumeur, c'est quelque chose parce que c'est une partie, la moitié de la maman, mais la moitié du papa. Et donc, la maman a besoin d'accepter, en fait, ces deux parties. Et donc, les conflits se mettent en sommeil. Et l'embryon, lui, par contre, il est en multiplication cellulaire. Donc, lui, il est en phase sympathique. Il est en stress, lui, pour pouvoir se développer. Donc imaginez, en fait, si la maman a des stress, eh bien, il est possible que le bébé soit en hyperstress. Donc, pour les décodeurs, je vous rappelle que lorsqu'une femme attend un bébé enceinte, on ne travaille pas justement sur les conflits, on ne va pas chercher les programmes comme on a l'habitude de faire. En fait, on va apporter des ressources et travailler, en fait, libérer ses peurs, en fait, en apportant des ressources. Un autre moment, une autre étape de la vie importante, eh bien, c'est la naissance. Alors, le cortisol est sécrété par le bébé. En fin de grossesse, le placenta devient un peu moins efficace et donc le fœtus peut être en stress. Et s'il est en stress, eh bien, il va libérer les hormones, notamment du cortisol, par voie hormonale, et stimuler l'ocytocine de la mère. Et cette hormone, l'ocytocine, est un accélérateur à l'accouchement, dans le sens où l'ocytocine stimule les contractions et pousse le col à s'ouvrir, et donc rend le travail efficace. Donc, on pourrait peut-être dire que le bébé, en fait, il choisit son jour de naissance, puisque c'est lui, par la libération du cortisol par voie hormonale, il va déclencher l'ocytocine et déclencher l'accouchement, déclencher le travail. Il est possible. Et pour les décodeurs, eh bien, je vous rappelle, c'est que ma façon de naître, eh bien, fait partie des premières empreintes correspondant à ma façon de vivre. Alors que dire si l'accouchement est déclenché? Le bébé, en fait, il n'a pas déclenché, il n'a pas choisi, il n'a pas décidé, en fait. On a déclenché pour lui. Alors peut-être que dans la vie, eh bien, il a du mal à choisir, il a du mal à décider, il a du mal à faire des choix, peut-être, en tout cas. Et si c'est en fait un accouchement, enfin par césarienne, une naissance plutôt par césarienne, eh bien là, on va chercher en fait le bébé. Alors peut-être que cette personne, eh bien, est-ce qu'elle a souvent besoin d'une aide extérieure pour l'aider, besoin d'une aide pour avancer? Ce sont des interrogations, bien évidemment. Un autre moment, une autre étape dans la vie importante, c'est l'adolescence. Alors, les adolescents, pour ceux qui, en fait, ont peut-être encore aujourd'hui des adolescents, ils sont fatigués, les ados. Ils n'en peuvent plus. Et en fait, cette période de vie, eh bien, c'est une période de choix. Il y a les androgènes par les glandes surrénales, la libération des androgènes des caractères sexuels mâles. On leur demande de choisir un projet professionnel, on leur demande de choisir une sexualité, on leur demande plein de choix à faire. Le choix aussi, en fait, d'exister pour eux. Et donc, mais en même temps, ils ont de choisir aussi d'appartenir à un groupe. Donc, en fait, ces ados, en fait, eh bien, ils ont besoin d'exister, donc de satisfaire, de commencer à satisfaire leurs valeurs. Et souvent, l'adolescence, eh bien, la valeur, c'est la liberté. Et donc, je vais aller avec un groupe, un autre groupe, un groupe de potes, d'amis,
pour aller, en fait, où là, c'est libre. Donc, on peut parler, on peut faire ce qu'on veut, on fume, on boit, on fait ce qu'on veut, c'est la liberté. Mais en même temps, j'ai, en fait, besoin de ma famille, puisque c'est elle qui va payer, en fait, mes études, ma bouffe, hein, mes repas, mon toit. Et donc, en fait, cet adolescent est tiraillé entre ces deux, ce besoin d'exister et ce besoin d'appartenir. Et donc, quel choix? Eh bien, c'est compliqué de choisir pour eux. Et donc, ils ont besoin, en fait, ils sont fatigués et ils ont besoin de dormir aussi énormément. Donc, vous voyez que l'adolescence, eh bien, c'est pas toujours facile pour eux non plus. Et puis, une autre période, pour nous les femmes, eh bien, c'est la ménopause. Donc, la ménopause, en fait, les ovaires ne réagissent plus aux hormones de l'hypophyse, hein, la SH et la FSH. Et donc, en fait, c'est quels sont les nouveaux projets? Ce sont des périodes de vie aussi où les enfants ont pris leur autonomie, ils prennent leur autonomie, ils sont plus là. Et donc, cette femme, en fait, eh bien, on se retrouve avec nous-mêmes, avec d'autres valeurs. En fait, je n'ai plus la valeur d'être maman, mais d'être mère. Et en fait, c'est comment j'accepte de changer de valeur, de changer. En fait, je me retrouve seule avec mon mari et que faire? Que faire et peut-être aussi une autre peur d'avancer après ou au moment de la ménopause, eh bien, c'est que, eh bien, il y a quelque chose, une issue, en fait, au bout, eh bien, c'est que je me rapproche aussi de la mort, bien évidemment. Voilà, en fait, les surrénales, l'importance des surrénales dans les différentes étapes de la vie. Et donc maintenant, nous allons passer à cette approche thérapeutique en décodage biologique des surrénales. Qu'est-ce qu'on fait en fait pour nous, décodeurs, avec les problématiques de surrénales? Donc je te Alors passe pour la main. ça, merci Pascal. Ouais, je vais prendre la suite pour déjà faire un petit rappel sur les phases de maladie. Il y a un choc, donc le corps en fait va se mettre en stress. Il va y avoir donc une augmentation du cortisol qui va être finalement euh, sensiblement, qui va suivre en fait la même courbe de stress. Ensuite, il y a un moment donné où il y a une résolution de ce stress. Et donc là, la courbe du stress descend. Le corps va passer de la phase sympathicotonique à la phase de vagotonie. Et le cortisol aussi, lui, va diminuer en même temps. Sauf que, en cas de conflit des surrénales, les réactions biologiques sont inverses aux autres stress, aux autres conflits. Alors, comme tu l'as bien expliqué, dans les phases de maladie, donc il y a la phase de sympathicotonie ou la mise en stress avec la libération du cortisol, adrénaline, noradrénaline. Et lorsque il y a des problématiques des conflits des surrénales, un déséquilibre en fait au niveau des surrénales, eh bien, le taux de cortisol est inversé. C'est-à-dire que dans cette phase de stress, plutôt de montée, eh bien, ce taux, en fait, est au ras des pâquerettes. Le taux de cortisol, en fait, ne monte pas. Et lorsque la personne résout son stress, en fait, eh bien, elle passe en ce que vous appelez en vagotonie, en phase de récupération. Et là, en fait, il y a inversion de la courbe. Le cortisol monte. Et là, on va retrouver un peu, c'est comme si, en fait, les phases de sommeil, c'est la phase de réparation, hein, le corps se répare pendant le sommeil, même le cerveau, hein, et en fait, là, le cortisol, il est en fait plus élevé. Et donc, on a un sommeil perturbé, un sommeil pas récupérateur. On va se réveiller la nuit, on va peut-être se rendormir ou pas, mais en tout cas, il y a inversion du taux de cortisol par rapport au stress en fait. Quand je suis en stress, le cortisol est en bas et donc il y a une fatigue. Et lorsque je suis plutôt en repos, eh bien le cortisol monte et donc on a un sommeil perturbé. Ouais. Et du coup, en fait, on voit vraiment que là, dans ce conflit des surrénales, la problématique, c'est que je suis en phase de stress, donc j'ai quelque chose
à résoudre, mais comme le cortisol est bas, il n'y a pas de passage à l'action possible. Et donc, c'est la grosse problématique de ce conflit des surrénales, puisque on est en même temps j'ai besoin de faire quelque chose, j'ai besoin qu'il y ait une action qui se passe, de faire un choix, mais mon corps, lui, il peut pas. C'est vraiment ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle, on a une métaphore, c'est le conflit du mouton. Pourquoi? Parce que, en fait, vous imaginez un mouton qui se promène comme ça dans les pâturages avec son troupeau, son berger, et puis il mange de l'herbe tranquillement comme ça, et puis d'un coup, il lève la tête, et là, il n'y a plus personne autour de lui. Il n'y a plus le troupeau, il n'y a plus le berger, il est seul. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire, ce mouton? En fait, comme si, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompée de direction, j'ai pas regardé, je me suis retrouvée tout seul. Eh bien, le mouton, en fait, il va s'arrêter. Il va plus bouger. Pourquoi? Parce que c'est comme si biologiquement, c'est comme s'il y avait une inhibition des surrénales qui fait qu'il n'y a plus de sécrétion de cortisol. Parce que le risque, si je bouge, donc si je passe à l'action, c'est que je me perde encore plus. Donc, biologiquement, c'est comme s'il y avait, il me semble même qu'il y a une nécrose des surrénales qui fait qu'il n'y a plus de sécrétion de cortisol. Et même s'il y a un loup qui arrive, le mouton, comme il est perdu, eh bien, il ne bougera pas. Il y a quelque chose qui se fige à l'intérieur de lui et c'est cette fameuse sécrétion de cortisol qui n'est plus alors qu'il est en phase de stress puisqu'il est perdu, puisqu'il ne sait pas où aller pour retrouver les siens. C'est comme, je crois que Pascal, tu avais un autre exemple de l'enfant qui se perd sur la plage. Eh bien, il va avoir plusieurs choix. En fait, soit il va être resté figé sans bouger euh, et plus pouvoir rien faire, soit il va courir dans tous les sens, se disperser, s'éparpiller pour essayer de retrouver ses parents. Ouais, il y a vraiment ces deux notions-là, mais quand c'est le conflit des surrénales, c'est comme si il y avait quelque chose qui s'arrêtait. Et donc, effectivement, on peut s'éparpiller, mais on peut pas faire le bon choix. Donc, comme on disait, voilà, le cortisol est faible en phase de stress, donc il y a vraiment cette difficulté de faire un pas, d'avancer, de bouger, et donc on peut ressentir une grande fatigue. Et d'ailleurs, il y a un autre exemple comme ça qui m'a été assez parlant, moi, parce que pour l'avoir vécu finalement. Imaginez que peut-être ça vous est déjà arrivé d'être invité à une soirée et de pas forcément avoir très envie d'y aller, mais bon, finalement, eh bien, vous faites le choix d'aller à cette soirée. Et en fait, pendant la soirée, au lieu de profiter, d'être bien, votre corps est fatigué. Vous avez qu'une envie, c'est de dormir. Bien, en fait, c'est ça, en fait. Je pense que il y a une partie de moi qui a fait le mauvais choix. J'ai choisi d'aller à cette soirée, mais en fait, au fond, il y a quelque chose qui me stresse. Et donc, mon corps, lui, il va arrêter la sécrétion de cortisol et je vais avoir qu'une envie, c'est de dormir. Et donc, voilà, les personnes qui peuvent avoir ce conflit des surrénales actif, eh bien, ça va être des personnes qui vont dire, voilà, je suis bloquée, j'avance pas, je tourne en rond, je me sens perdue, je me sens désorientée, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de fin, comme s'il n'y avait pas de projet de guérison finalement, ou je suis pas capable de faire le bon choix, donc j'en fais pas. Il y a vraiment cette peur de se tromper, de faire le mauvais choix, de faire fausse route. Et pour les décodeurs, on s'intéresse beaucoup aux prédicats. Et les prédicats, vous savez, c'est tous ces petits mots qu'on dit finalement sans s'en rendre compte, qu'on choisit inconsciemment, mais qui parlent finalement de nous, de notre biologie, de nos conflits plus ou moins actifs. Et ça va être, bah, je me sens perdue, paumée. On va parler de sens, de direction, de chemin. C'est des personnes qui vont arriver et qui vont dire, je me mets où? Ou alors qui vont vous appeler 5 minutes avant, je suis perdue, j'arrive, mais je me suis perdue. Voilà. Donc dans le comportement aussi, on retrouve vraiment cette grande fatigue, peut-être des objectifs qui sont flous, des difficultés à se projeter.
voilà, des problématiques autour du projet ou du non-projet de vie, par exemple. Des tendances à se perdre, comme je disais, ou peur de se perdre, des tendances à s'éparpiller, aller dans tous les sens. Et physiquement aussi, ça va être des personnes qui vont avoir des poches noires sous les yeux. Ça, c'est assez spécifique. Et puis aussi un manque d'énergie. Voilà pour un peu tous les aspects du conflit des surrénales. Et puis aussi, on parle en décodage que les surrénales, finalement, elles font partie de ce qu'on appelle de la triade de la création. Pascal, si tu veux nous en parler un peu? Alors, la triade de la création, eh bien, c'est quoi? C'est en fait c'est trois organes dont la fonction est indispensable à la vie. Et donc, nous avons ces trois organes. Nous avons les gonades, donc les ovaires, les testicules, ce qui sont les étincelles de vie, ce qui va favoriser la rencontre par le désir, le plaisir et permettre la reproduction. Un deuxième organe, ce sont les reins. Les reins qui sont les repères vitaux, c'est la source de vie. Et le troisième, eh bien, ce sont les surrénales, qui symbolisent le projet de vie, qui donnent la direction, qui donnent le sens de la vie. Alors, c'est en fait la métaphore de la voiture. En fait, pour pouvoir rouler, avancer en voiture, eh bien, j'ai besoin d'un démarreur et d'une étincelle. L'étincelle pour démarrer la voiture, comme les gonades, l'étincelle pour démarrer la vie. Ensuite, j'ai une carrosserie. Et à l'intérieur de la carrosserie, eh bien, je suis en sécurité. C'est mon repère vital. Et j'ai aussi un repère dans la tête, dans le sens où, enfin, j'espère que vous ne faites pas ça, hein, c'est que lorsque vous conduisez votre voiture, vous n'êtes pas tous en train de griffer, de taper sur les voitures qui sont sur le côté. Vous avez un repère, en fait, de votre voiture. Et vous êtes en sécurité. Et le troisième organe, eh bien, ce sont les surrénales. Eh bien, c'est le volant et les roues qui vont vous permettre de donner la direction de là où vous voulez aller. Voilà, c'est ça la triade de la création, ces trois organes. Et ces trois organes, pour les décodeurs, eh bien, font partie du troisième étage et donc de la dévalorisation. Je ne suis pas capable, en tout cas. Ensuite, il y a aussi les surrénales dans le trouble du comportement. Et donc, on va retrouver l'éparpillement. L'éparpillement, en fait, les gens qui s'éparpillent, qui vont partout. Comme tu parlais, Lola, de cet enfant qui, en fait, à la plage, il a perdu ses parents et en fait, il va partout. Mais en fait, il va partout, il va nulle part. Et donc, en fait, pour les décodeurs, eh bien, c'est un double conflit des surrénales. Donc, dans ce comportement d'éparpillement. Et souvent, c'est penser au projet sens des parents auquel je parlais tout à l'heure. Voilà en fait les surrénales, l'approche thérapeutique des surrénales dans le cas des troubles du comportement ou des conflits actifs en fait des surrénales et la triade de la création. Et donc là, tu nous parles maintenant des pré-conflits des surrénales. Ouais, ouais, parce que finalement, on se rend compte que quand il y a conflit des surrénales, il faut aussi s'intéresser à des choses en amont. Et notamment parce que finalement, le conflit des surrénales, c'est la peur de prendre une mauvaise direction. Et donc, s'il y a peur, c'est qu'à un moment donné, dans mon passé, j'ai vécu ça, que ce soit de manière réelle ou symbolique. Un jour, j'ai pris la mauvaise direction. Vous savez, la peur, quand on est dans la peur, on n'est plus dans l'instant présent, on est en même temps dans le futur parce qu'on anticipe quelque chose et en même temps dans le passé parce qu'on revit quelque chose qu'on a déjà connu, que ce soit réellement ou symboliquement. Et donc voilà, dans ces surrénales, c'est un jour, j'ai déjà pris une mauvaise décision, une mauvaise direction. Et il y a la notion de regret parce que aujourd'hui, je connais les conséquences de ce mauvais choix. Donc, pour ne pas risquer de revivre cette sensation, je préfère ne plus bouger. Donc, on va vraiment s'intéresser en pré-conflit à cette notion de peur pour aller justement travailler ça en amont. Et il y a aussi en même temps cette distorsion du temps, finalement, hein, que je vous disais. On est dans la notion de regret de ce premier choix qu'on considère aujourd'hui comme mauvais. Donc, il y a vraiment cette notion à aller travailler aussi. Et aussi
un conflit de jugement, puisque on se rend compte que la personne, quel est le bon ou le mauvais choix. Mais finalement, est-ce qu'il y a vraiment un bon ou mauvais choix ou simplement un choix à faire? Donc, on va aller travailler le thalamus, hein, le conflit du jugement. Et donc, voilà, vraiment, c'est pertinent dans une approche thérapeutique en lien avec le décodage de travailler ces deux pré-conflits on a cette notion de conflit surrénal. Euh, voilà. En plus, bien sûr, de remonter à l'instant précis durant lequel la personne finalement a fait un mauvais choix. Et il y a aussi cette notion de futur contaminé. Vous savez, ça va être en lien, dis-moi Pascal si je me trompe, mais c'est un peu en lien avec le conflit diagnostique, où le futur, justement, il est contaminé, c'est-à-dire que à l'annonce d'une maladie grave, par exemple, eh bien, si vous allez lire sur Internet bah, combien de temps il peut vous rester à vivre, il peut y avoir ce conflit des surrénales qui apparaît, puisque il y a une croyance qui est en lien avec quelque chose qui vient finalement impacter les choix que vous pouvez faire dans votre vie et qui peuvent bloquer certains passages à l'action. Est-ce que Pascal, tu veux nous parler de quelques protocoles justement pour les décodeurs? Oui, alors je vais juste les nommer, hein, en Ouais. fait, les surrénales. Alors c'est vrai que tu parlais de ce futur contaminé et le fait de travailler donc le conflit des surrénales, vous avez bien compris que les gens sont bloqués, ils bougent pas, ils sont perdus. Et, euh, et en fait, si le futur est contaminé, c'est-à-dire il n'y a pas de lumière, il est noir, il y a une maladie grave, eh bien, en fait, de libérer ce conflit des surrénales, c'est-à-dire que la personne, elle va avancer, elle va pouvoir faire un pas en avant, de choisir, mais en fait, le futur est noir. Donc, je conseille plutôt, c'est de, en fait, éveiller cet espoir, mettre de la lumière dans ce futur pour pouvoir ensuite pouvoir faire un pas en avant et avancer vers le futur. Donc, il y a vraiment cette notion, comme tu disais, Lola, de décontaminer le futur. C'est important. Ensuite, eh bien, en protocole, il y a le protocole des regrets et des remords, hein, entre le bon et le mauvais choix. Mais en fait, il n'y a pas de bon et mauvais choix. Il y a un choix de ses besoins. On peut faire aussi bah, les protocoles de projet-sens et besoin et devoir ou le procès dans le côté thalamus. Donc voilà, je cite quelques protocoles pour les décodeurs. Et donc, nous allons passer à la conclusion. Et donc, dans notre pratique, eh bien, nous n'avons pas souvent des pathologies type maladie de la glande surrénale. En revanche, on retrouve très fréquemment des problématiques liées aux glandes surrénales en parallèle avec d'autres pathologies, comme la tension artérielle, comme la rétention d'eau et d'autres pathologies, puisque les patients sont bloqués, ils ont un comportement en fait bloqué, perdu, ils ne savent pas où aller, ou ils s'éparpillent, et ils peuvent faire différentes thérapies, mais il n'y a rien qui avance, ou ils tournent en rond. Alors, comment définir un objectif de là où je veux aller quand je tourne en rond, quand je ne sais pas où aller? Ces conflits des surrénales, en fait, ce déséquilibre des glandes surrénales, eh bien, font partie des conflits qui verrouillent les thérapies. Et donc, ils sont prioritaires dans notre travail, dans notre approche thérapeutique. Alors, je vais terminer avec cette métaphore du centaure que je raconte à chaque fois qu'il y a des problématiques de surrénal. Donc, dans le public, ceux qui m'écoutent, certains connaissent. Eh bien, c'est l'histoire de ce centaure, donc mi-homme, mi-cheval, qui part se balader, qui va découvrir sa région. Et en fait, eh bien, il commence à marcher, il se balade, et puis à un moment, c'est l'heure du repas. Mais là, il se pose la question, quel choix je fais? Je mange de la luzerne ou je vais manger un hamburger? Qu'est-ce que je fais? Quel est mon choix? Luzerne? Hamburger? Hamburger? Luzerne? Je ne décide pas. Il ne décide pas. Il ne sait pas. Il a peur de se tromper, donc il ne fait pas de choix. Et donc, il ne mange pas. Alors, il continue sa balade, et puis, le soir venu, la nuit arrive, eh bien, là, il va dormir. Mais là, je vais où? Je vais à l'écurie ou je vais à l'hôtel? Je vais à l'écurie ou à l'hôtel? Quelle décision? Quel choix? Et en fait, il ne décide pas, il ne choisit pas. Il mange pas, il dort pas, et il continue à marcher, à marcher. Et puis,
eh bien, la fatigue venant, encore plus, mais le corps ne tient plus. À un moment, le corps est peut-être qu'il jette l'éponge, il est épuisé et il tombe malade. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il décide? Il va voir le vétérinaire ou il va voir le médecin? Le vétérinaire, le médecin, le vétérinaire, eh bien, il ne décide pas. Il ne se soigne pas et il continue. Arrive ce qu'il arrive, eh bien, il meurt. Il meurt et là, il tombe au sol, inanimé, il est mort. Et là, les habitants du village voisin l'aperçoivent et donc ils courent vers lui et là, les habitants se disent, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on fait un trou dans le champ et on l'enterre là ou alors on l'emmène au cimetière? Qu'est-ce qu'on fait? Et aucun ne décide. Aucune personne ne fait le choix. Ah si, il y en a un qui dit, attendez, attendez, je connais l'auteur du conte, donc je vais aller le voir. Et donc cet homme s'en va voir l'auteur du conte, puisque vous savez que c'est un conte. Et l'auteur lui dit, eh bien je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne prends pas de décision, je ne décide pas. Et puis l'histoire se répète et le conte continue. Alors, pour conclure, eh bien, j'espère qu'un jour vous allez choisir, vous allez prendre votre chemin, en tout cas, vers votre chemin de vie. Et Lola et moi, on vous remercie pour votre écoute, pour votre participation. Et maintenant, si vous voulez, si vous avez des questions, eh bien, on va essayer d'y répondre. Tu as parlé d'expérience aux États-Unis, vous avez parlé d'expérience aux États-Unis dans des stress post-traumatiques. Et ce qui m'apparaît évident, en plus, vous avez vachement parlé des surrénales qui sont des projets de vie, etc. Et en fait, à ce moment-là, le choc présupposé qu'on peut imaginer, c'est que c'est un stress post-traumatique. Et on le sait, dans tous les stress post-traumatiques, il y a une notion de mort. Et donc, ça veut dire non seulement la mort est là, présente, mais le futur aussi, sûrement. Est-ce que vous avez la même interprétation ou pas? Alors, c'est vrai que dans les stress post-traumatiques, et de toute façon, il y a toujours cette notion de vie et de mort. Hmm. Et donc, il y a cette notion de peur de la mort, de peur de mourir ou quelque chose par rapport, en tout cas, pas quelque chose avec la notion de mort. Et en fait, les surrénales, eh bien, il y a ce côté, comme je disais tout à l'heure, c'est que j'avance dans ma vie, ce chemin de vie, et en fait, il y a peut-être cette notion de je ne veux pas avancer vers la mort. En fait, il y a Ok. aussi cette notion de, en fait, c'est j'accepte pas la mort, en fait. Mhm. Mais ne pas accepter de la mort, eh bien, en fait, c'est aussi ne pas accepter la vie, en fait. Très, ouais. C'est en fait comme si je prends une feuille, en fait, il y a la mort, mais en fait, c'est une carte. D'un côté, il y a la mort, d'un côté, il y a la vie. Et donc, soit, en fait, je peux toujours regarder la mort devant, et bien, en fait, je vis pas vraiment, je vis pas d'ailleurs. Ou alors, je choisis de tourner la feuille et de regarder la vie, sachant que on va tous mourir un jour. Mm. Et Je donc, suis c'est d'accord. accepter que de mourir un jour, mais que avant de mourir, je vis. Je Alors, vis. le chat se réveille un peu. Ah, Et donc, c'est Frédéric qui dit, tu as parlé des 4 protocoles, progesance, remords, regret, procès, et le quatrième, j'ai pas retenu. alors, le quatrième, en fait, je fais une ligne de temps aussi avec le bon choix et le mauvais choix, en Il y fait. avait aussi besoin et devoir. Ouais, besoin et Ah oui, devoir. besoin de voir pour le thalamus, ouais. Mm. Je veux bien poser une question. Alors, on parle beaucoup d'enfants TDAH. Donc, je me demandais ce qu'il en était, puisque c'est quand même des enfants qui ont des troubles de l'attention, qui sont justement un peu éparpillés. Est-ce qu'on pourrait penser il pourrait y avoir un problème de cortisol et voir quelque chose qui serait de l'ordre du trans-G? Puisque donc, apparemment, sur les lignées de familles post-traumatiques, ça pourrait peut-être être intéressant sur ces enfants-là. Évidemment, pas de travailler l'enfant, mais de travailler les parents.
de proposer aux parents un travail transgé sur eux-mêmes pour voir s'il pourrait y avoir une guérison, enfin en tout cas une amélioration de l'éparpillement de l'enfant. Oui, Mm. en fait, c'est le côté hyperactivité, en fait. Eh bien oui, ce sont des enfants qui ont pas qui ont difficulté à se concentrer, à rester ciblés sur quelque chose, mais en même temps, donc il y a cet éparpillement comportemental et cette hyperactivation. Donc ils sont beaucoup plus sur le système sympathique que le système parasympathique, en fait. Euh, et donc les enfants TDAH, c'est vrai que c'est pas je vais bien, puis à un âge là qui passe en TDAH. Ils l'ont depuis peut-être la naissance, j'en sais rien. Mais en fait, et sachant que les enfants sont porteurs en fait de la solution, comme vous disiez, des parents, la solution des souffrances ou des besoins des parents, évidemment, oui, de faire un travail aussi avec les parents, c'est important, s'ils veulent bien. C'est d'ailleurs ce que tu disais dans les troubles du comportement où on retrouve justement l'éparpillement, de vraiment s'intéresser au projet sens. Oui, c'est assez classique dans ces types de troubles du comportement de trouver un drame familial, ou en tout cas moi je le trouve régulièrement, où il est dangereux de rester à la même place ou de garder son attention sur un même endroit. Il faut regarder. Donc il y a des dangers de mort effectivement dans la généalogie qu'il faut retrouver. Oui. Et donc, la survie, c'est de jamais rester euh, sur le même objectif, de toujours regarder partout à la fois. Et donc là, c'est la solution de survie, de jamais rester au même endroit. Moi, j'avais une autre question. Quand tu as parlé, Lola, du conflit du mouton, euh, Ouais. alors moi, j'ai une patiente avec qui j'ai travaillé sur de l'acromégalie, donc en lien avec justement une problématique de cortisol et de beaucoup de une sécrétion très forte. Et du coup, le travail a amené en fait au conflit du mouton, mais dans la question de l'éloignement du troupeau. Elle avait vécu à plusieurs reprises des situations où on l'avait mis loin de sa famille, donc en Angleterre par exemple, à 11 ans, avec sa sœur aînée de 16 ans, elle s'est retrouvée en boîte de nuit, terrifiée, etc. Et donc là, je me dis, c'est plutôt le lien avec l'éloignement du troupeau pour elle. Ça a été plutôt ça qu'on a travaillé. Même si Ouais. maintenant, je peux me dire, ça, il y a eu un mauvais choix du côté de la famille. Mais du coup, je me dis, bon, c'est vrai qu'on n'avait pas travaillé sur la question du mauvais choix, mais on a travaillé vraiment sur la question de l'éloignement du troupeau. Alors voilà, du Ouais. coup, Et vas-y. ce qui me vient, c'est que dans la notion de mauvais choix, finalement, il y a aussi peut-être la notion de à quel moment j'ai été responsable du choix de la personne, d'une autre personne, pour le coup. Il y a peut-être cette notion-là qui fait que bah, du coup, le conflit s'active parce qu'elle se sent responsable de quelque chose, tu vois. Alors Il y a là, peut-être ce il y côté-là. avait vraiment pas ça. Il y avait une grosse colère contre la famille qui a été contre sa mère qui Ouais. était responsable de Ouais, la. si je peux me permettre, Vas-y. dans l'acromégalie, en fait, c'est pas tellement les surrénales qui sont en jeu, mais c'est une production excessive d'hormones de croissance, donc liée à l'hypophyse. Et donc l'hypophyse, c'est je veux être à la hauteur quand on est enfant, donc on grandit davantage. Et dans l'agromégalie, au contraire, on doit être plus fort pour pouvoir se défendre. Donc moi, les patients que j'ai eus, c'est faut être plus fort pour affronter le danger que peut représenter ma famille. Donc d'où Et l'éloignement, effectivement. alors, Hein. dans Donc là, l'acromégalie, il n'y a pas du tout la question des cortisols pour toi. très peu. Non, c'est Ok. principalement l'hypophyse. C'est principalement l'hypophyse qui est la production d'hormones de croissance, mais à un moment donné, tu ne grandis plus, mais tu grossis des os. Et tu grossis les os plats, en règle générale. Donc, Ouais, c'est en et fait, de la peau aussi, du derme. voilà. Et donc, tu dois être plus fort. En fait, la notion vraiment fondamentale, c'est de chercher l'utilité d'avoir des os plus gros, c'est d'être plus fort pour pouvoir se défendre. Et souvent, c'est pour affronter une famille dangereuse. Moi, c'est le cas, effectivement, d'un patient que j'ai eu.
Ok. Et du Mhm. coup, la question de l'éloignement du troupeau, quand tu parles du mouton, tu le positionnes comment? Le mouton, il est figé parce qu'il est éloigné du Ouais, troupeau. Ouais. Euh, ouais. En fait, il prend pas de décision, il prend pas la décision de bouger, d'aller les chercher. En fait, il est figé et il reste sur place. ok. C'est sa Donc, solution de survie, en fait. oui, ça j'ai bien compris. Mais donc, sa solution de survie, parce que quand il est éloigné, il a fait un mauvais choix, il s'est éloigné du troupeau. C'est ça. Il s'est pas éloigné, c'est les autres qui sont partis, hein. Bah, on ne sait pas, en fait. On ne sait pas. Ok, Peut-être qu'il n'a donc, pas levé la tête au bon moment et qu'il n'a pas vu qu'ils étaient partis. On ne sait pas. ok, donc là, il n'y a pas la question du mauvais choix dans ce qu'il a décidé de faire avant. Le mauvais choix, ce serait là. Il ne faut pas qu'il fasse le mauvais choix. Oui, C'est ça. Au moment de la... Ok, il d'accord. bouge pas. En fait, il Parce bouge qu'il pas. y a, si tu veux, cette notion de souvenir biologique, peut-être, de si je bouge, ça peut être pire. Tu vois? Mhm, ça, j'avais bien Je peux compris. encore plus les perdre. Ouais, ok. Avec, en fait, aussi cette notion de culpabilité aussi. C'est comme si aussi je suis coupable, en fait, j'ai pas vu, quoi. J'ai pas fait attention, Ouais, peut-être. Tu vois. ouais. Est-ce que vous avez des maladies particulières qui sont typiques, à part le trouble du comportement que vous avez évoqué, qui sont typiques de... Les surrénales? Oui, Moi, j'ai jamais eu, hein. Alors, il y a Il y a des des noms de pathologies maladies, hein, qui typiques. concernent Ouais. vraiment les surrénales, mais c'est vrai elles sont quand même rares. Souvent, on d'accord. retrouve plutôt des comportements, quoi, en lien avec ce conflit. Ouais. Ouais, Béa, tu ouais. voulais dire Alors, quelque il peut chose? y avoir une insuffisance surrénalienne qu'on va retrouver assez souvent, en fait. On va retrouver aussi la maladie d'Addison, où Mm. c'est une maladie, en fait, qui va détruire les surrénales. Hein, donc, voilà, c'est par exemple, moi j'ai eu le cas d'une patiente avec une maladie comme ça, et en fait, il y a une nécrose complète des surrénales, donc après, il n'y a plus de surrénales. Et en fait, l'idée, c'était vraiment, faut rester sur place pour pas être en danger. Et la mémoire, cette maladie commence à 10 ans. Et en fait, à 10 ans, sa sœur aînée est descendue en vélo et en fait, elle a eu un accident. Et à partir de ce moment-là, elle a été handicapée. Donc en fait, faut plus avancer parce que on a un danger vraiment réel. Et donc, faut faire le choix de s'arrêter et de ne plus avancer dans la vie. Merci Béa pour ce partage. Mm. Et Avec pour répondre plaisir. Isabelle aussi par rapport à cette hyperactivité, moi j'ai eu aussi le côté cet enfant qui est toujours en train de bouger, des mémoires de la maman en fait a perdu un enfant Ah lors de oui, la ah grossesse. oui. Et Oh, donc, en fait, le message, en fait, pour le bébé, donc suivant, la solution, c'est pour que maman soit sûre que je sois vivant, c'est de lui montrer que je bouge, de bouger tout le temps dans le ventre. Donc, c'est donner toujours bouger, bouger, pour rassurer maman que je suis bien vivant. Donc, en fait, cet enfant, à sa naissance, il naît avec ce système-là, en fait. et ça, c'est très classique. On le rencontre très souvent. Voilà. Ouais. Et alors moi, peut-être que je peux en 2 secondes, vous parler du cas de cette petite fille qui vient pour hyperactivité. Donc, elle a 10 ans, dans le cabinet, elle bouge dans tous les sens. Et quand on discute avec la maman, après moult séances, à un moment donné, la maman me dit, de toute façon, elle est comme moi, j'ai horreur d'être coincée au pied du mur. Et donc, elle raconte plein de situations de son histoire, petite fille, où elle a été coincée, entre guillemets, au pied du mur. Sauf que moi, je l'ai entendu comme on le fait, nous, en décodage. Je me suis dit, oulala, là là, ça me fait penser à autre chose, coincée, bloquée au pied du mur. Et en fait, je lui demande si elle a des histoires familiales avec la guerre, les Allemands ou des choses comme ça. Elle va voir et effectivement, elle retrouve tous ses grands-oncles, les grands-oncles étaient dans le maquis. Et donc, ils étaient dans le maquis, mais ils disaient rien à l'arrière-grand-père pour pas que les Allemands viennent torturer le grand-père et demander. Sauf que les Allemands sont bienvenus. Ils ont emmené le grand-père en dehors du village, ils l'ont mis au pied du mur. Et finalement, le grand-père n'a pas été tué, il n'a rien pu dire. Mais du coup, dans cette famille, il faut jamais rester au même endroit. Il faut toujours, comme ils sont tous maquisards,
Il faut jamais rester au même endroit. Et à ce moment-là, quand cette maman, on comprend ça, cette maman, elle comprend pourquoi son fils aîné, qui avait 25 ans à l'époque, était parti à l'armée et il était, figurez-vous, guetteur à l'armée. Voilà. Et donc, il surveillait tous les autres. Voilà, une des histoires d'enfants hyperactifs. Merci Isabelle. Et Bien. une question, du coup, le fait que la maman, elle ait trouvé ça dans son histoire, est-ce que ça a rejailli sur l'enfant? Est-ce que tu sais si du coup, l'enfant, il y a eu un calme qui est arrivé? Ça n'a pas suffi. Il a fallu que la maman puisse elle-même digérer ça, prendre le temps de digérer. Voilà, avec d'autres protocoles comme on sait faire, et que petit à petit, voilà, ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais petit à petit, effectivement, l'enfant s'est apaisé. Merci. Là, dernièrement, j'ai un enfant qu'on m'a amené. Alors là, exceptionnellement, je vous le dis exceptionnellement parce que c'était 2 séances. D'habitude, c'est jamais si court, mais comme pour moi, c'est miraculeux quand ça se fait comme ça. Et donc, hyperactif, il tient pas en place, il se fait disputer en classe, donc il a 6 ans. Je le vois avant les vacances, donc juillet, ouais, par là. Je travaille avec les parents sur comment il est né cet enfant. Et donc, gros drame, il est né dans la voiture, ils n'ont pas eu le temps d'arriver. Bon. Et en fait, les parents ont chacun vécu un drame de leur côté parce que le père a couru à l'hôpital, la mère est restée toute seule, enfin voilà. Et en fait, ils s'en étaient jamais parlé, tous les deux. Ils étaient restés avec ça. Et le fait d'en avoir parlé en séance, d'avoir pleuré pendant que l'enfant, il les dessinait, je leur redonne un rendez-vous après les vacances en septembre et je propose qu'ils reprennent l'école un peu et puis qu'on voit comment ça se passe à l'école. Et donc, il revient 3 semaines après l'école. Et donc, les parents me disent, ben, il a bien grandi parce que tout se passe bien à l'école. Et donc, voilà, a priori, je ne les ai pas revus et ils étaient contents parce que pendant les vacances, il avait bien grandi et il s'était beaucoup assagi. Donc, voilà. Merci à tous et bravo Lola, c'était super. Merci aussi et bravo Pascal. Merci à tous. À bientôt. Bonne soirée. Merci.